propose de démarrer. L'idée, c'est de prendre une trentaine de minutes, peut-être un petit peu plus, si vous avez des idées, pour vous parler un petit peu des filtres de messagerie et de vous montrer un peu la puissance qu'il y a derrière cette fonctionnalité assez basique et assez ancienne des boîtes de messagerie. Pendant ce temps, je vais laisser Ophélie un peu animer le chat. Si vous avez des idées de règles à partager, n'hésitez pas, on pourra faire de petites mises en pratique en cours de route. L'objectif, je vous ai dit, c'est de comprendre un petit peu les enjeux, le paramétrage des règles de messagerie sur Outlook. Vous allez voir, on va partir sur des différentes thématiques. L'idée, c'est pas forcément de faire du copier-coller, c'est plutôt de vous approprier en comprenant le mécanisme qu'il y a derrière une règle de messagerie et voir comment derrière vous pouvez la reformuler pour qu'elle corresponde à vos besoins. Donc ça, c'est vraiment ça. Donc n'hésitez pas s'il y a des choses qui sont pas claires sur le comment à le préciser. Comprendre aussi la logique de séquencement, hein, le jeu de règles de messagerie, on va voir, c'est une logique de filtre et d'aiguillage qui s'appliquent les uns après les autres. Donc ça, il faut être bien au clair là-dessus. Et puis, ça va être l'occasion de parler de fonctionnalités peut-être méconnues d'Outlook, qui peuvent avoir un intérêt dans le gain d'efficacité et de productivité. Un petit rappel pour vous dire pourquoi c'est important de mieux trier et de mieux paramétrer sa boîte de messagerie. Aujourd'hui, on est en moyenne à une interruption toutes les 7 minutes, juste quand on parle des emails. Vous multipliez ça par le fait que dans 75% des cas, les gens interrompent leurs tâches pour traiter cette notification. Donc, vous comprenez vraiment l'enjeu de productivité majeur qu'il y a derrière. Et derrière, un autre enjeu qui est plus macro, c'est qu'on se rend compte que 80% des mails sont considérés comme inutiles. Et de l'autre côté, on a les data centers qui consomment 5% de l'énergie mondiale. Donc, on va aussi parler de ça. C'est bien trier ces mails, c'est aussi accepter de ne plus avoir une boîte aux lettres infinie et d'essayer de voir comment on peut les supprimer à la volée pour qu'on garde un volume de données raisonnable et qu'on travaille sur son bilan carbone numérique, ce qui, je pense, est aussi un sujet majeur en ce moment. Alors, il y a 3 catégories de règles de messagerie. Vous avez, dans un premier temps, les règles qui vont permettre de filtrer, de classer les éléments. L'objectif derrière, c'est comment on va pouvoir mettre dans des dossiers, dans des catégories, dans des systèmes un peu différenciés, l'arrivée en flux continu des informations. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas forcément, en fonction du type d'information, besoin de les consulter, de les traiter à la même vitesse que pour d'autres. Donc ça, c'est vraiment la première logique, c'est comment on va pouvoir orienter cela pour se donner un peu un rythme de travail. Le deuxième type de règle, c'est plutôt pour prioriser. C'est-à-dire maintenant, vous avez votre boîte de réception, donc là où arrivent les choses dans l'ordre chronologique. Comment on peut essayer de faire ressortir les choses qui sont plus importantes à traiter de celles qui le sont un peu moins. Donc ça, c'est quelque chose de très personnel. Je vous donnerai quelques exemples de ce qu'on peut faire, mais il y a pas mal de scénarios possibles qu'on peut imaginer en fonction de ce qu'on considère comme important et de ce qu'on considère comme moins urgent à traiter. Et enfin, les règles, on va appeler ça les règles pour la planète, c'est tout ce qui concerne la logique de stratégie de rétention. On va en parler un peu. C'est un horrible mot, mais en fait, c'est tout bête. C'est d'être capable de définir pour certains messages une durée pendant laquelle ils vont être gardés avant d'être supprimés. Et vous allez voir, pour une grande partie des données qu'on a, on sait tout de suite, en fait, si on a besoin de les conserver longtemps ou pas. Quelques principes sur une règle de messagerie. En gros, c'est 3 choses. Alors, je vais beaucoup parler d'Outlook parce que c'est la majorité des cas. Sachez que, en fait, le même principe s'applique dans Google. Si jamais vous avez des questions dédiées, on pourra revenir dessus. On sait que 85% des entreprises utilisent Outlook, donc c'est pour ça qu'on est parti plutôt sur cette partie-là. Mais la logique est toujours la même. En gros, une règle de messagerie, c'est une condition. Un message arrive dans votre boîte aux lettres, vous allez pouvoir choisir une ou plusieurs conditions qui porteront sur son objet, sur le message, son contenu, les destinataires, les pièces jointes, la taille des pièces jointes, l'importance, l'action qu'il demande, etc., etc. C'est donc une grosse partie est assez complexe à comprendre parce que ce que vous voyez sur la droite, c'est le nombre de paramètres qu'on peut traiter. Ce que je vais faire, je vais juste passer en écran partagé, comme ça je pourrais montrer avec ma souris. Hop, 2 petites secondes. L'intégralité de l'écran. Je pense que ça rendra un petit peu mieux. Même si là, on a un petit effet. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est voilà, dans cette partie droite, on a vraiment l'intégralité des filtres de messagerie possibles. Ensuite, derrière, c'est quelle action on va mettre en place quand on a identifié ces conditions. Est-ce qu'on va classer, déplacer, supprimer, transférer? Est-ce qu'on le marque comme lu, etc., etc.
Et derrière, on peut ajouter des exceptions. Là, on n'en a pas trop besoin, mais on peut éventuellement appliquer une règle, sauf si, et sur le même principe, on va pouvoir identifier un certain nombre d'exceptions à notre règle de messagerie. Donc, c'est un jeu de logique, en fait, hein, les règles de messagerie. C'est comme ça qu'il faut l'aborder. Pour faire simple, nous, on dit que pour faire une bonne règle, il faut déjà partir, vous prenez votre boîte aux lettres, puis vous allez identifier une catégorie de messages que vous aimeriez bien traiter différemment, parce qu'elle pourrait être rangée ailleurs, parce qu'elle ne demande pas le même temps de traitement, parce qu'elle n'a peut-être pas besoin de vous interrompre tout de suite, peu importe, mais l'idée, c'est de balayer un peu votre boîte en trouvant à chaque fois une chose à améliorer. Quand vous l'avez identifié, le premier travail, c'est de trouver un motif commun. C'est quoi le point commun entre tous ces messages? Souvent, c'est assez simple, des fois, c'est un peu plus original. On aura des exemples plus techniques. 2, choisir l'action que vous voulez faire derrière. Et pensez, gardez dans votre tête qu'il y a toujours la logique de stratégie de rétention. Donc, pour combien de temps vous avez besoin de cette information? Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment clé de penser à ça. Et puis, 3e point, pensez vraiment à l'ordre dans lequel on doit traiter les règles. Ça, c'est un sujet clé parce que finalement, on peut avoir cette logique d'aiguillage où une info va être traitée, un mail va être aiguillé vers un dossier. Il faut bien penser à arrêter de traiter les autres règles ensuite. Sinon, en fait, vous pourriez défaire ce que vous venez de faire. Donc, il y a cette logique-là de bien suivre son aiguillage pour y arriver. Alors, quelques exemples concrets. On a repéré un certain nombre de thèmes pour vous montrer justement ce qui pouvait être intéressant d'analyser. Tout ce qui tourne autour de la veille et des newsletters. Alors, je ne vous parle pas des spams, hein, je vous parle vraiment des choses sur lesquelles vous vous êtes inscrit volontairement et qui vous permettent d'avoir des infos sur le domaine qui est le vôtre. Pourquoi on n'a pas besoin de l'avoir dans notre boîte de réception? Ça, c'est ce que je vous recommande. En fait, c'est quelque chose qui est intéressant à consulter à un moment précis de sa journée. Ça peut être au début de la journée pour faire sa phase de veille. Ça peut être en fin de journée quand on a l'esprit libre. Mais quelque part, on n'a pas besoin de l'avoir en live. C'est pas une info qu'on doit traiter dans la seconde. C'est une culture générale. Ça peut même être sur une logique hebdomadaire selon son secteur. Donc, l'idée, c'est de se dire pourquoi venir déranger ou interrompre votre boîte aux lettres si derrière, en fait, il n'y en a pas besoin. Alors, à chaque fois, je vais vous proposer la logique que je vous ai identifiée. Comment on trouve un motif? L'exemple de la newsletter est intéressant. Finalement, c'est quoi le motif commun à toutes ces choses-là? Il y en a peut-être, on peut trouver d'autres petites choses, mais nous, on pense qu'il y a quelques exemples assez simples. Déjà, l'objet, très souvent, il peut contenir le mot newsletter. C'est assez classique. Et après, en fait, on se rend compte aussi que toute newsletter, si elle est bien faite, elle a toujours un lien de désinscription. Donc, l'autre chose qu'on peut essayer de découvrir dans ce message, pour se deviner que c'est une newsletter, c'est est-ce qu'il contient le mot désinscrire ou unsubscribe, selon les cas. Alors, ce motif-là, il va vous, à mon avis, vous traiter 90% des newsletters qui entrent dans votre boîte aux lettres. Donc, vous voyez, c'est cette logique de trouver un élément commun à l'email qui peut être dans le contenu, dans l'objet, dans les destinataires ou autre. Les actions choisies. Moi, ce que je vous propose, c'est de mettre ça dans un dossier dédié, justement, vous pourrez consulter une fois par jour. La rétention, je vais vous le montrer en pratique. Combien de temps on garde une newsletter? Est-ce que c'est vraiment intéressant de garder ça plus d'1 mois? Je pense que non. Moi, c'est ce que je partirais. Je partirais sur une rétention d'1 mois. Et une fois qu'on l'a mis dans la bonne case et qu'on a identifié ça comme newsletter, selon moi, il n'y a pas d'autre chose à faire. Donc, on n'a pas d'autres règles à faire. Donc, pour ce premier cas, je vous propose de le faire ensemble. Comme ça sera beaucoup plus concret. On va créer une règle de messagerie. Donc, je suis parti d'un Outlook traditionnel, un compte de test dans lequel on a plein de spam. Donc, les règles de messagerie, en fait, se trouvent à cet endroit-là. Et vous allez pouvoir créer une règle. Alors, le mode simplifié, en fait, je trouve qu'il n'est pas beaucoup plus simplifié qu'il en a l'air. Donc, on va tout de suite passer dans les options avancées. Et donc là, on va essayer de travailler, on va voir tous les champs qui sont possibles. Donc, ce que je vous disais, ce qui nous intéresse, c'est d'identifier, en fait, une chaîne de caractères dans l'objet ou dans le corps du message. Donc, hop, contenant, je vais appliquer ma règle sur les emails contenant des mots spécifiques dans le corps du message. Quand vous avez un petit lien, c'est que derrière, vous allez pouvoir spécifier ces mots. Hop, j'y vais. Unsubscribe. Newsletter. On pourra en mettre d'autres. Hein, si vous trouvez un autre motif derrière, on vient de l'ajouter. Est-ce qu'on avait parlé de l'objet contenant aussi, des fois, ça peut être dans l'objet. Je l'ai ajouté. Hop. Alors là, il me propose le mail que j'ai supprimé. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. On a dit newsletter. Okay. Voilà, je viens de créer déjà mes conditions.
s'il y a newsletter dans l'objet ou unsubscribe newsletter, le mail va passer et on va organiser une action. L'action, pour moi, elle est simple. Elle est de le déplacer dans un dossier spécifié. Hop, c'est le premier qui est proposé. Je clique dessus et je vais pouvoir choisir le dossier adapté. Ça tombe bien, j'ai un peu préparé, j'ai un dossier newsletter que j'ai fait, donc à vous de vous créer un petit peu votre arborescence de dossiers qui vous permettra derrière d'y arriver. Sur Google, ça va être une logique de label, donc à vous de vous créer les catégories qui vont permettre derrière de filtrer les infos. Et je le déplace dans le dossier newsletter. Est-ce que j'ai des exceptions? Bon, selon moi, je n'ai pas d'exception. Je lui donne un nom, elle s'appelle newsletter. Et, ah oui, j'ai oublié une petite chose, on a dit il faut surtout arrêter de traiter, ça c'est ce petit point dont on parlait, c'est une fois que j'ai réglé ma newsletter et que je l'ai mis dans le dossier, finalement, toutes les autres règles que je vais inventer après, j'ai plus besoin qu'elles s'appliquent à ce cas-là. Je sais que ce mail, là, ça y est, il a été catégorisé. Donc, ne pas oublier, c'est dans la phase action, de bien rajouter, arrêter de traiter les règles. Suivant, terminé. On ne va pas le faire à chaque fois, mais vous avez créé votre règle de messagerie que vous retrouverez ensuite derrière et qui est fonctionnelle et active. Donc, normalement, chaque fois que vous aurez un mail de type newsletter, ça fonctionnera. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais juste arrêter le partage pour éviter l'écran infini. Pour le moment, tout est à peu près clair. J'en déduis que oui. Je ne vois pas trop de questions. Alors, on continue. C'est bon de mon côté. Hop, pardon pour l'écran infini. Donc, la veille et les newsletters. Deuxième sujet, les notifications de services. Alors, ça, c'est aussi intéressant. On a en fait une explosion des services SaaS qui génèrent en fait plein de notifications. Ça peut être des notifs sur les jours de congé pris par votre outil RH, par votre logiciel de partage de fichiers. Enfin, en fait, si vous faites l'analyse de votre boîte aux lettres, alors ce qui est sympa, c'est qu'avec Mailloop, on peut analyser par domaine, donc on est capable d'identifier ce qui vous pollue un petit peu le plus. Mais pareil, ces notifs-là, pour un grand nombre d'entre elles, vous savez très bien que vous en avez besoin une fois par jour, et encore, vous connaissez le rythme, mais vous n'avez pas besoin que ça vous interrompe continuellement pendant une réunion ou pendant la journée. Là, l'idée, elle est simple. Le motif commun, c'est que chacune de ces notifications, elle est envoyée par un robot. Donc, prenez le temps, identifiez la liste des expéditeurs qui correspondent aux notifications que vous souhaitez mettre dans un dossier dédié. L'action, comme je vous disais, c'est de le séparer, parce que ces notifs-là ne sont pas forcément indispensables. Comme action possible, je questionne, mais on peut décider de le marquer comme lu, parce que des fois, ces notifs ne sont pas forcément clés à mesurer. Je pense que ça va être assez fin, ça va dépendre de quel logiciel ça vient. À vous un petit peu d'arbitrer. Puis pareil, une notif, ça ne sert à rien de la garder ad vitam aeternam. Gardons-la pour une durée donnée. L'ordre, pareil, une fois qu'on a défini que c'était une notification, pourquoi continuer? Donc ça, pareil, on vient de gagner. Les notifications, ça commence à prendre une place importante dans les boîtes de messagerie. Ça peut être 10, 15 mails par jour qui sont envoyés par des services et tous ne sont pas indispensables. Troisième thème, la vie perso au boulot. Alors, pourquoi c'est un sujet? Parce qu'aujourd'hui, on a effectivement des barrières vie pro, vie perso qui sont plus floues. Parce que c'est légitime d'utiliser sa boîte mail aussi pour différents usages. Par contre, on peut constater deux choses. C'est que, il n'y a rien de plus désagréable si on est en pleine présentation d'être interrompu par un mail perso. Donc ça, c'est vrai que ça pourrait être évité. Et deux, même plus sérieusement dans la logique d'une journée, c'est bien aussi de se donner des temps un peu distincts où voilà, il y a un moment où on prend le temps de balayer pendant sa pause café sa boîte mail perso et c'est pas mélangé dans le flux des emails professionnels. Donc pour ça, petite astuce. D'ailleurs, c'est pas l'adresse email du robot expéditeur. L'idée, c'est qu'il faut identifier, en fait, qu'est-ce qui va permettre de savoir que c'est un email perso? C'est l'adresse email de l'expéditeur. En fait, très souvent, le motif commun, c'est que quand on a un email perso, c'est une boîte gmail.com, hotmail.com, yahoo.com, etc., etc. Vous tapez sur Internet, vous cherchez le top 20 des noms de domaines perso et vous trouverez effectivement cette liste-là. Et là, ça permet de détecter, en fait, si un email il vient de cette catégorie-là, d'un expéditeur qui a ce domaine-là dans son adresse mail, a priori, ça a de fortes chances d'être un email perso. Alors après, c'est toujours la même chose. Vous avez un pourcentage de
de recouvrement. Vous avez peut-être un ou deux prestataires qui, eux, ont une adresse en Gmail. Bon, alors il faudra faire attention. Mais globalement, vous allez traiter 95% des cas. Faisons un petit exemple. Alors, si j'essaie de créer une règle perso, pareil, option avancée. Donc là, ça va être une condition qui va être sur les destinataires. Assigner. Voilà, avec des mots spécifiques dans l'adresse du destinataire. Et là, je vous propose de mettre gmail.com, hotmail.com, puis d'en mettre quelques autres. Hein, vous pouvez trouver sur Internet, on ne va pas rentrer dans le détail. Puis derrière, vous connaissez la manip. On le met dans un dossier particulier. Hop, qui serait un dossier perso. Est-ce que j'en ai un? Tac, j'en ai un. Je le mets dedans. OK. Suivant. Pareil, une fois que c'est traité, ce qu'on avait dit, arrêtez de traiter les règles. Suivant. La règle perso, terminé. Donc là, hop, vous avez créé en 2 minutes la règle de messagerie qui va permettre d'y arriver. Alors, j'ai entendu une petite notification. Je regarde juste si vous avez une question. Ah, très bonne question sur la rétention. Alors, la rétention, je viendrai vous donner justement, on le fera sur l'exemple d'après. Je vous montrerai comment on le définit. Hop. Alors, quatrième thème, je vais aller un peu plus vite, vous avez compris l'idée. Vous aurez de toute façon le document à la fin si vous le souhaitez. Autre chose qu'on a identifié, les invitations en réunion. Alors, quand on fait l'invite, c'est bien, mais derrière, en fait, on se retrouve à avoir très souvent les confirmations, les acceptations temporaires et autres qui vous arrivent sous forme de messages. C'est utile. Est-ce que vous avez besoin d'être interrompu en live pour le savoir? Pas forcément. Donc, même logique. À partir du moment où c'est une invitation à une réunion, à ce moment-là, on va l'identifier et la mettre dans un dossier dédié, voire même la marquer comme lue. Hein. Moi, je pense que dans certains cas, ça peut se défendre et on n'a pas besoin de la garder un temps infini. Alors, je vous propose peut-être dans ce cas-là de le faire avec justement la logique de la rétention. Alors, allons-y. Je crée une troisième règle. Alors là, vous allez voir, c'est une des plus difficiles. Et ça explique pourquoi personne ne fait de règle de messagerie, c'est que c'est vraiment tordu un petit peu la logique. En fait, pour deviner que c'est une invitation à une réunion, ça s'appelle un formulaire. Donc déjà, c'est pas du tout intuitif. Donc, et derrière, on va pouvoir choisir le type de formulaire. Et là-dedans, vous allez voir, vous allez avoir plein de types, dont réponse d'acceptation à une réunion, réponse de refus ou réponse provisoire. Pour le moment, on pourrait faire les trois, mais vous voyez que vous pouvez même avoir une stratégie différente en fonction des cas. Peut être intéressant à gérer. Donc, vous voyez, le chemin est un peu tordu, mais une fois qu'on l'a trouvé, on vient d'identifier là que le mail qui est en train d'arriver, c'est une réponse. Et derrière, on va appliquer maintenant donc notre action. On pourrait donc le mettre dans un dossier spécifié. Alors, est-ce que j'ai défini le dossier? C'est une bonne question. Ouais, réponse invitation, il y est, super. On peut le marquer comme lu. Et là, on va pouvoir dire aussi, on va appliquer une stratégie de rétention. Et comme vous suivez, on va aussi arrêter de traiter les règles. Vous voyez, ça commence déjà à se compliquer un petit peu. Donc, ce qu'on disait, stratégie de rétention, là, pour le coup, le mot est compliqué, mais quand on regarde, c'est assez clair. Est-ce que je vais anticiper dès maintenant que ces messages vont être automatiquement supprimés pour éviter de garder de la place sur le serveur? Voilà, c'est ça l'enjeu d'une stratégie de rétention. Donc, une semaine, c'est peut-être un peu court sur une invitation de réunion. On va prendre une stratégie de rétention d'un mois. Je pense qu'au bout d'un mois, savoir que Jean-Marc ou Jean-Michel a accepté une réunion, ce n'est pas forcément indispensable. J'applique. Suivant. Je n'ai pas d'exception. Et c'est gestion de mes invitations. Hop. Alors, vous avez une petite option intéressante aussi, c'est que vous pouvez appliquer votre règle au message existant. Donc, ça peut permettre en fait de filtrer votre boîte telle qu'elle est aujourd'hui. Ça, c'est un vrai choix. Là, pour le moment, tout ce que je fais, c'est pour les nouveaux messages qui arriveront en intrant derrière. Donc, celle-là, c'était, je pense, la plus complexe à faire, mais elle était intéressante. Dernier sujet sur les aiguillages, thème 5 possible. Quand on est en copie d'un mail, en fait, quand on est en copie d'un mail, c'est une façon de dire que c'est pour information. Donc, on n'a pas nécessairement besoin de le traiter immédiatement. Et bonne pratique, je trouve, c'est de mettre ça dans un dossier dédié et de se donner un temps dans la journée où on va balayer les choses sur lesquelles on a été informé.
Pareil, ne pas être obligé de plonger dans 15 projets en parallèle et essayer de comprendre ce qui se passe, mais se donner un temps d'1 heure où on balaye toutes les infos en copie, on regarde si on a raté quelque chose, on regarde s'il y a des sujets sur lesquels on a besoin d'avoir l'info. Ça demande quand même un peu moins de concentration. On peut faire ça après le déj, en fin de journée, à un moment un peu plus léger. Il faut assumer aussi ces rythmes dans lesquels on peut traiter de l'info. Donc là, le motif est assez simple. Les règles en mode de messagerie, il y a une petite case qui va permettre de choisir comme option si je suis en copie. Je le mets dans un dossier dédié. L'ordre, pas d'enjeu particulier. Stratégie de rétention, là, c'est plus délicat. Donc, parce que là, on est vraiment dans des emails que vous recevez. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Là, je ne peux pas avoir de stratégie de rétention par défaut. C'est assez risqué. Hein. Ce serait un peu étonnant comme ça d'appliquer à tous les mails en copie une logique. Ça pourrait se faire. Peut-être une question intéressante. Ensuite, donc là, vous voyez, c'est 5 exemples. Je pense que vous pouvez en trouver d'autres selon votre métier, selon votre boîte de messagerie. Je vous invite à regarder et surtout à prendre le réflexe. Chaque fois que vous avez un email où vous dites, en fait, celui-là, il n'aurait pas dû m'interrompre. Notez ça dans un petit calepin, notez ça dans un petit endroit pour que chaque fois, vous fassiez une règle qui vous permette de traiter ce message là pour la prochaine fois. En faisant l'effort d'essayer de trouver un motif qui englobe la problématique que vous avez rencontrée. Si vous faites ça, en 1 semaine, vous verrez baisser le volume de mails à traiter de façon assez drastique. Le deuxième sujet important, donc c'est la logique de priorisation. C'est maintenant, OK, je garde les choses dans ma boîte, mais comment je peux les rendre visibles différemment? Je vous propose en fait un format de classification, mais une fois encore, ça c'est vraiment à vous de vous l'approprier. Typiquement, sur la logique des destinataires, on peut déjà imaginer que quand on est le seul destinataire d'un email, a priori, c'est un email qui est important et qui va demander une action. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de lui appliquer une catégorie pour le rendre visible. On va prendre un petit exemple. On va donc créer une nouvelle règle. Vous voyez, il y a d'ailleurs des reliquats moi, de mes règles que j'ai faites sur les anciens messages. Donc là, dont je suis, ça tombe bien, c'est quand même bien fait. Quelles conditions? Email dont je suis l'unique destinataire. OK? C'est intéressant parce que vous avez mis toutes les newsletters, vous avez mis toutes les choses un peu inutiles dont vous êtes l'unique destinataire. Il faut imaginer, vu qu'on les a créées avant, elles sont déjà aiguillées dans leur dossier dédié. Donc là, ce qui reste, ce sont normalement des messages qui ont du sens. Et on va lui assigner à ce moment-là plutôt une catégorie. La catégorie, c'est ce qui va faire en fait les couleurs. Et qui va vous permettre de voir en un coup d'œil. Donc, à vous de vous donner un code couleur. Pareil, la catégorie, vous en avez des toutes faites et vous pouvez en créer des nouvelles. Vous pouvez mettre prioritaire, par exemple. Et, OK, suivant. Prioritaire. Hop, vous allez avoir déjà, d'un coup d'œil, tous les emails dont vous êtes destinataire principal qui vont arriver avec un tag, en fait, une couleur qui le rendra plus visible et plus facile à traiter. Ensuite, si on réfléchit, à partir du moment où on est un parmi plusieurs destinataires, alors destinataire, c'est le champ A, hein, c'est pas le champ copie, on peut penser que c'est a priori un peu moins important. Donc, si on a un code couleur, typiquement, moi, je mettrais plutôt la première partie en orange ou en rouge, la deuxième partie plutôt dans une couleur claire, en se disant que c'est peut-être un petit peu moins urgent, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi identifiées. Troisième axe, vous avez probablement une série de gens qui sont dans votre mode de fonctionnement, dans votre quotidien, des gens dits prioritaires. Votre boss, votre N+2, vos collègues clés. Vous savez que si vous envoie un message, vous pouvez me combiner, hein, si vous envoie un message dont vous êtes l'unique destinataire, peut-être que ça, c'est 2 fois rouge ou c'est rouge foncé, c'est encore plus important. Donc ça peut être un troisième levier. Et dernier axe qu'on trouve intéressant, c'est la logique de valoriser aussi quand même, alors ça va dépendre des métiers, mais si vous êtes en contact avec les clients, ne jamais oublier que ça reste quand même les emails les plus prioritaires à traiter. Et là, on va retrouver un peu la logique qu'on avait tout à l'heure, c'est d'analyser en fait le domaine, comment on sait que c'est un client? En fait, en analysant non pas le fait qu'il a un domaine spécifique dans son adresse email, donc qui s'appelle monclient@.com, mais plutôt le fait que justement, il n'y a pas le domaine de mon entreprise. Et c'est ça la petite astuce. C'est que tout email qui ne contient pas dans l'adresse le domaine de votre entreprise, par définition, c'est un email qui vient de l'externe. Si dans les règles avant, on a enlevé les newsletters, on a enlevé les spams, on a enlevé
tout le reste, normalement, après, ce qui vous reste, ce sont des emails qui viennent de vos clients ou de vos contacts à l'extérieur. OK? Donc ça, pareil, selon votre métier, ça peut vouloir dire que ce sont vraiment les infos critiques à trier. Si vous êtes sur des jobs fonctionnels où votre mission, c'est d'abord d'aider les autres services de l'entreprise, c'est peut-être moins pertinent. C'est pour vous donner un petit peu des motifs typiques que vous pouvez derrière vous approprier. Une petite astuce qui peut être aussi sympa à faire à l'échelle d'une équipe, pour aller un peu plus loin, c'est s'accorder en fait sur une charte de bonne pratique. Vous avez vu, on peut faire des filtres en fait sur ce qu'on met dans les objets des messages. Donc, si on se met bien d'accord sur ce qu'on met dans l'objet d'un message et que de l'autre côté, on configure des règles de messagerie qui vont mettre avec des codes couleurs différents les infos, même à l'échelle d'une équipe de 10 personnes, de 5 personnes, on peut se faire gagner ensemble du temps. Parce que derrière, on va, sans inventer de nouveaux outils, sans déployer d'autres choses, se faciliter la vie. Je donne un exemple très simple sur 2 thématiques. Pour quand j'ai besoin de l'information? Est-ce que c'est pour aujourd'hui, pour demain, pour la semaine prochaine? Si vous mettez d'accord sur un code à mettre dans l'objet, très simple et facile à comprendre, déjà ça peut se lire, mais même au-delà de se lire, derrière, si vous faites une règle de messagerie, ça pourra se voir visuellement et en un coup d'œil, vous verrez les choses qui sont urgentes, qui sont pour demain, qui sont pour la semaine d'après, etc., etc. Donc, il y a une logique de temporalité, puis une logique de pour info, pour action, pour réponse. Les 3 grandes thématiques classiques d'un email. Ça fait gagner du temps, en fait, parce que si c'est pour info, c'est quelque chose que je vais juste avoir besoin de consulter, alors que si on attend de moi une action pour avancer, il faut que ce soit prioritaire. Donc, vous voyez, hein, on part de choses qu'on va essayer de détecter dans les emails existants, mais rien n'empêche d'aller plus loin et d'identifier en fait des nouveaux motifs qui, quand on se met d'accord à l'échelle d'une équipe, vont faire gagner à tous en productivité et en efficacité dans sa boîte. Enfin, les derniers règles que je parlais, c'était les stratégies de rétention, c'est comment on supprime les messages. L'idée est simple, hein, on en a parlé, pas besoin de garder des infos. En fait, on a un vrai sujet, c'est qu'on a un peu la génération Gmail qui est arrivée, où on a eu des volumes de données sur le cloud illimités. C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure que vous receviez de plus en plus de mails et de données, la boîte, l'espace disponible augmentait proportionnellement. Ben, cet âge d'or, il a eu un côté pratique dans la logique de rechercher de l'info plutôt que d'avoir à la supprimer. Mais maintenant, il a quand même un impact. C'est que derrière, on fait tourner des serveurs qui stockent des données, des montagnes de données inutiles qu'on aurait très bien pu supprimer. Et en fait, l'enjeu clé, c'est que il n'y a rien de plus difficile d'aller regarder une boîte mail dans laquelle on a 250 000 emails depuis 10 ans et d'essayer de supprimer ce qui n'est pas utile. Par contre, au moment où on reçoit un mail, on sait parfaitement si on en a besoin pour toute sa vie, si on en a besoin pour l'année, ou si c'est une info passagère et on sait très bien que la semaine prochaine, ce sera passé. Et c'est la meilleure pratique que je puisse vous recommander, là, c'est plus dans la règle de messagerie, c'est au moment où vous recevez un message, n'hésitez pas, surtout s'il y a une pièce jointe, parce que c'est ça qui va prendre le plus de place, à tout de suite définir en fait une stratégie de rétention. Alors, on va le faire ensemble. J'insiste sur la pièce jointe parce que dès qu'il y a une pièce jointe, en plus, ça fait exploser les volumes. Et au moment où vous la voyez, vous savez si ça va être utile ou pas. Ben, quand vous consultez un mail, hein, quel qu'il soit, vous avez attribué une stratégie. Alors, derrière ce mot barbare, en fait, vous avez directement le choix disponible. Ben, ça, je sais. Ce mail-là, c'est un spam de Microsoft. Objectivement, dans une semaine, j'ai pas besoin. C'est fait. Hop, le 6 avril, la stratégie sera appliquée. L'info est traitée. Je pourrais le supprimer hein, à la main aussi. Hein. Donc cet exemple n'est peut-être pas le plus pertinent, mais il y a des infos où on a quand même besoin d'avoir encore un petit peu de recul. Et à l'inverse, quand vous recevez un fichier ou quelque chose qui est critique pour votre activité et vous savez que vous allez le rechercher un jour, bah, déjà la bonne pratique serait plutôt de l'enregistrer sur votre ordinateur. Vous n'avez pas besoin finalement que ce soit dans la boîte aux lettres, c'est pas l'endroit. Mais si jamais vous savez qu'il y a la liste de destinataires clés, il y a plein de choses qui sont importantes dans cet email, vous le savez, vous mettez celui-là, il ne doit jamais être supprimé. Et vous allez aussi réduire drastiquement le volume d'informations et de mails qu'il y aura dans la boîte. Ça, c'est positif, moins pour vous, mais plus pour la planète.